Voici une nouvelle heure qui débute sur la Run. بشعار الله الوطن الملك. اهلا وسهلا. نفتتح البرنامج ديال اليوم من راديو رون غاليماغ le rassemblement libre pour les Marocains pour la citoyenneté et la solidarité. اهلا وسهلا ومرحبا بالمستمعين الكرام اينما كنتم بالمغاربة العالم. اهلا وسهلا بضيوفنا الكرام وغادي نقدمهم لكم بعد ما نسلموا على الاخوان ديالنا كاملين والضيوف ديالنا كاملين. اليوم الجو ممطر الشتاء il pleut. Faites attention si vous êtes sur la route, soyez prudents parce que c'est dimanche, c'est la fin du week-end et il y a du monde sur la route et nous vous demandons d'être vraiment vraiment prudents. Nous avons aujourd'hui avec nous un invité, un ami avant tout. C'est un invité qui nous a honoré de sa présence après son retour du Maroc où il a été pour quelques jours ضيف الحلقة صديقنا العزيز نالي جلال دكتور جلال نالي. مرحبا بك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Et on sait bien que vous êtes toujours un fidèle de notre émission et vous nous suivez, vous nous envoyez vos critiques positives, constructives. Mais voilà, aujourd'hui on va parler un petit peu de pas mal de choses pendant 3 heures. Jalal Nali, il ne restera pas 3 heures avec nous parce qu'il a d'autres missions à accomplir. Il a un avion à prendre et il nous a vraiment fait l'honneur de passer puisqu'il va du côté de l'aéroport Charleroi et nous sommes entre Liège et Charleroi. Ben voilà. Docteur Nali, nous aurons l'occasion de reprendre avec vous tout à l'heure sur la présentation de votre dernier ouvrage, dont je vous laisserai le temps de nous expliquer et d'aborder quelques lignes que vous avez écrites sur ce livre. Mais avant tout, j'ai une dédicace qui contient à ce que je la présente aujourd'hui parce que c'est notre Zineb Haj de Rabat qui demande à faire une dédicace spéciale à tous les étudiants de la faculté des sciences et de l'éducation à Rabat, à Meriem, Menkoucha, Antissar Al-Hassani, à Hajar, Tizga. Et je m'excuse si jamais je fais une erreur ou une faute de prononciation. Allah yakhlikum ma tqalqouch alina. Ilyas Tala'a et pour Sismaïn, le père de Zineb. Et nous souhaitons un bon rétablissement à Madame Houria, qui est à Khmisset. Voilà. Nous allons lancer la dédicace avec Saad El-Mjarrad. Shem'a. Retour au studio avec notre invité et à Kader qui vient de nous rejoindre et il sauve la situation parce qu'il reprend le relais sur la technique. Ahlan wa sahlan Kader, marhaba. Ça a été la route de Bruxelles ici et nous demandons toujours prudence à nos auditeurs et auditrices parce qu'il pleut, il chute comme on dit. Et soyez prudents s'il vous plaît pour rentrer après votre week-end chez vous en toute sécurité. Prudence, levez le pied. Et mollo, il y a une semaine qui vous attend de boulot. Voilà, retour au studio et retour à notre invité, c'est Jalal. On va parler français pour nos amis auditeurs qui ne comprennent pas l'arabe et on reprendra aussi de temps en temps l'arabe pour nos amis qui le souhaitent et qui sont attentifs à ce que... À vos risques. Risques et périls. Nous avons
l'honneur de recevoir de votre part votre livre International Relations in Global Era. Mhm. Ma question, Oui. pourquoi un livre en anglais? D'abord, la langue anglaise s'est imposée naturellement puisque toutes les sources sont en anglais. Pour gagner du temps, Dans les pas recherches. voilà, pour ne pas commencer à traduire ainsi de suite, c'était vite fait prendre les sources et aller de l'avant. Et les Américains, dans leur culture, ils ont cette tradition de, quand on s'engage dans un domaine particulier, il faut avoir quelque chose qui prouve que vous connaissez, que vous avez les connaissances requises pour vous engager dans ce domaine. Donc, j'ai écrit ce livre, International Relations in Global Era. Le sous-titre, c'est Concept and Revision of Public Diplomacy Around the World. Traduction, relations internationales dans l'ère globalisée. Concept et révision de la diplomatie publique à travers le monde. Grosso modo, c'est ça. J'ai choisi la langue anglaise de 1, parce que, voilà, comme j'ai dit précédemment, et de 2, question marketing. Les anglophones sont plus susceptibles d'acheter des livres sur des sujets qui intéressent dans ce domaine. Il faut signaler aussi que ce n'est pas un livre littérature puisque c'est une recherche scientifique. Quand on dit recherche scientifique, on est en train de construire une logique pour arriver à expliquer à la fin sa théorie. Et les personnes qui ne sont pas vraiment habituées à lire ce type de livre le trouveront un petit peu ennuyeux ou bien compliqué. Parce que la base, elle est faite sur base de recherche. Ce n'est pas un roman policier qui va donner envie aux gens. Je crois que le livre qui est entre nos mains a un public spécial. Exactement. Spécifique. Voilà, en fait, moi j'ai mon tableau de bord de Amazon parce que c'est Amazon qui a acheté les droits du livre. Et quand je regarde, il y a des statistiques de vente. Plus ou moins, ça va faire 5 semaines en tout que le livre a été mis en vente. Et j'ai atteint maintenant la barre des 8000 vendus. Ça dépasse largement mes attentes, pour être honnête. Est-ce que pour les non anglophones, est-ce qu'il y aura une version française et même voire arabe? Pour la version française, on est en train de travailler. J'ai rencontré des personnes quand j'ai été dernièrement au Maroc. Par contre, la version arabe, je pense que ça devra attendre un petit peu. Pour la version française, que ça sera dans les 6 à 10 mois. Il faut dire aussi quand on sort un livre dans une langue en question, il faut le défendre. Il faut être armé avec cette langue pour le défendre. Il y aura une version espagnole qui va sortir aussi en parallèle. Là, je saurais défendre en français, en anglais, en espagnol. Par contre, en arabe, si vous m'invitiez pour le défendre, ça sera à vos risques, comme j'ai dit. Juste pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent avoir un aperçu ou une biographie du docteur Jalal Nali, ici présent avec nous, est-ce que c'est difficile de parler de soi? Mais moi, je vais vous poser la question. Nos auditeurs seront ravis de mieux vous connaître. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur... moi, je sais que vous êtes natif de 1975. 1975 من نواحي طنجة ومن طنجة بالضبط. طنجة. وغنخليك تكمل. داكوغ. سيدي تزدت في طنجة في 75 جونفيي. ملي كنقول بلا ما كنهضرش يعني عربية ça ne veut pas dire que je parle pas de l'arabe du tout. كنهضر العربية يعني أنا تزدت في المغرب وهذه راه 16 عام دابا عندي 40 ans. هذه 16 عام باش بقيت كنمشي من كل بلاد من بلاد شوية. تزدت في طنجة كما قلت في 75 27 janvier exactement la même date que Mozart. Je suis chercheur indépendant en relations internationales, spécialisé dans le marketing étatique, gestion de projets, événements et dans la stratégie de la diplomatie publique, professionnel dans le domaine des relations publiques. Et voilà, grosso modo, c'est ce que je fais. Je parle parfaitement espagnol, français, anglais, arabe. Et voilà. Vous me connaissez et parler de soi, ce n'est pas vraiment une de mes meilleures qualités.
Mais c'est difficile de parler de soi et surtout en antenne ici. Et peut-être à une table, juste pour une présentation, ça va tout seul dans des meetings et tout ça. Mais ici, vraiment au micro, et avec des milliers d'auditeurs ici qui sont un peu partout parce que je salue tous les Marocains du monde qui sont à l'écoute de Radio Run. La radio qui nous a permis d'avoir notre plage d'horaire et qu'aujourd'hui, je remercie la direction qui est à l'écoute. Salut Manu, salut Pascal. Sinas m'a dit que c'est le printemps belge et maintenant je découvre à mon détriment que le printemps belge est l'équivalent de l'hiver marocain. Il pleut. C'est les 4 saisons des fois, hein, attention. Hein. Mais c'est gentil, c'est pas méchant. Ici, moi je salue toutes les personnes qui sont à l'écoute et qui se rejoignent à nous parce que on n'arrête pas de recevoir des messages d'encouragement, de félicitations. Merci à vous, merci pour vos encouragements. Et on essayera de faire notre mieux en vous rappelant toujours que nous sommes des amateurs. Il n'y a aucun de nous qui est professionnel dans la matière ou dans le domaine. Voilà. C'est Jalal, وجدنا واحد أغنية qui est adaptée et qui est spécialement pour la ville de Tanger et la région de Tanger. C'est Tartuqa al-Jabalia. Et à qui vous la dédiez? Parce que je veux que cette chanson parte de vous. Ah oui, écoutez, c'est Tartuqa al-Jabalia, c'est pour ma mère, pour mes amis de Tanger, et voilà, et pour mes amis de Rabat qui sont plusieurs à chaque fois qu'ils me sortent le Tanjaoui. Alors voilà, le Tanjaoui vous envoie un message musical bien artistique de la région. Place à la musique et Kader qui prend le relais. Voilà, Kader qui assure la régie. À toi. Merci. Chanson spéciale dédiée à tous les Tangérois au monde, les Marocains du monde, les amis du Maroc. أهلا وسهلا ومرحبا وعودة إلى استوديوهات رون غاليمار. Gallimard, le Rassemblement libre des Marocains pour la citoyenneté et la solidarité, qui vous reçoit toujours pendant 3 heures, 180 minutes, à dédicacer vos chansons, vos messages, à essayer d'éclaircir certains points sur pas mal de sujets qui nous viennent des auditeurs et qu'on est amené à débattre avec nos invités. Retour au studio et Dr Jalal Nali qui est toujours présent avec nous avec son livre. J'ai lu dans votre livre quelques phrases dans certains chapitres et je vous demande si ça ne vous dérange pas de répondre ou de m'éclaircir un petit peu. Plaisir. Chapitre 1, l'introduction, vous parlez de la terminologie pour insister sur l'explication des termes. Oui, tout à fait. Bon, toujours quand on commence quelque chose, il faut commencer par le commencement. Et moi, je trouve que au niveau terminologie, on a des lacunes. J'étais invité il y a 2 ans par l'IMRI pour aller au Maroc, à Casa, pour expliquer un petit peu les différences avec tous ces termes qui parlent de la diplomatie. Il y a des gens qui m'ont dit, écoutez, Jalal, on a un problème là. On a entendu parler de la diplomatie publique, de la diplomatie parallèle, de la diplomatie de coopération, la diplomatie culturelle, la diplomatie humanitaire et puis ils se sont trouvés un petit peu chamboulés par tant de termes que personne ne s'y retrouve vraiment. Si vous allez dans l'index, vous allez voir que en quelque sorte c'est un petit dictionnaire en termes diplomatiques. Ça parle un petit peu de tout pour expliquer, pour mettre les gens vraiment dans la sauce, pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit exactement. J'ai parlé des terminologies d'abord, comme on a discuté tout à l'heure, par exemple, le terme diplomatie parallèle au Maroc n'est pas vraiment adapté à ce que les gens font. D'abord, la diplomatie parallèle veut dire un mélange entre diplomatie économique, diplomatie qui est pratiquée essentiellement, et là, ça ne vient pas de moi, c'est mes recherches aux États-Unis et des sources en France qui le confirment. C'est une diplomatie pratiquée par une élite, par les services secrets, diplomatie de valise, malheureusement ça s'appelle comme ça. C'est une diplomatie qui se pratique aussi par des ex-politiciens, c'est une diplomatie d'influence. Ça n'a rien à voir avec la société civile, comme le prétendent certains.
J'essaye de corriger le terme en leur disant, écoutez, ce que vous pratiquez, c'est la diplomatie publique, c'est-à-dire diplomatie el-Madaniya au Maroc, et pas la diplomatie publique, la diplomatie parallèle, pardon, ce qui est diplomatie el-Mouazia. Si on sait faire la différence, on comprend déjà mieux où est-ce qu'on est exactement. Excuse-moi, c'est là où il y a la complexité des choses. C'est parce que les gens ils font pas la différence entre la diplomatie parallèle et j'allais venir pour vous en parler et ça serait c'est ma troisième question que j'avais notée, mais on a été un petit peu plus en avance. Déjà Ouais. juste une petite chose, déjà crédibilité vis-à-vis de l'étranger en fait, les puissances qui pratiquent, qui ont une tradition dans la diplomatie publique. Quand ils entendent les Marocains insister sur la diplomatie parallèle, d'abord, ok, on va dire que au Maroc, on a cette tendance à maroccaniser tout, mais malheureusement, ça ne s'applique pas vraiment à ce terme, parce que c'est un terme international, on ne peut pas le maroccaniser, convertir en quelque chose propre, parce que vous ne pouvez pas prendre un terme et dire, voilà, écoutez, son sens, c'est vraiment différent ici et pas ailleurs, parce que tout le monde converge vers la même explication, on va dire, du terme. Alors ici, je vais passer sur un point qui a attiré mon attention dans le chapitre 3, Dites-moi. auquel vous parlez de deux exemples bien précis, la puissance soft power Mhm. USA, Oui. américaine, Tout à fait. et la fausse puissance soft power européenne. D'accord. Ma question, pourquoi fausse? J'ai deux questions. Oui, On traitera celle-là et je reprendrai juste la deuxième question ou comme vous voulez. ok, Voilà. c'est comme vous voulez, allez-y, Oui. enchaînez. Parce que pourquoi fausse cette puissance soft power européenne et alors aussi, dans je ne vois pas le terme Maroc qui ne figure pas dans votre livre. Pour certains, c'est choquant parce qu'on est fier de lire et de trouver le mot Maroc, marocain, quelque Ah, part. vous avez bien avec une trouvé très bonne Maroc, qualité. Maroc dans ma biographie. Ah oui, Il y a bien marqué. oui, ça, c'est, the Donc- Kingdom Morocco, c'est un honneur. Hein. Voilà. Bon. Excusez-moi, et je taquine tous mes non, invités non, qui mais- viennent. On essaie de parler en toute Je flexibilité. l'accepte. Voilà. Je l'accepte parce qu'on est dans une ambiance bon enfant ici. Non, la vérité, c'est que, bon, j'explique la première question. Et puis, quand on a dit les superpuissances soft power américaines, le soft power, c'est toute action qui est tendre, si on fait la traduction littérale. Voilà, force douce, c'est-à-dire c'est tout ce qui donne une image de grandeur à une nation sans utiliser la hard power, la force violente, c'est-à-dire une armée. L'Amérique s'impose comme grande puissance grâce à son économie, à son influence culturelle. D'ailleurs, dans le livre, j'ai cité plusieurs exemples qui parlent de pourquoi c'est une vraie soft power. Ils peuvent exercer une influence et des pressions sur un pays donné pour leur intérêt sans avoir recours à l'utilisation de leur armée, juste par la force de persuasion qu'ils ont. C'est-à-dire, on est là, on a une économie. Si vous êtes un bon élève, on vous accompagne, on vous aide, ainsi de suite. Là, il faut parler réel politique. Hein. On est en train de parler réalisme ici. Il faut rester dans ce concept. Ils ont construit cette tradition. On est en train de parler de 1921. Ils ont produit des livres très importants depuis les années 20. C'est-à-dire, ils ont cette tradition dans la peau. Et si on va vraiment dans l'histoire, on trouve que la France l'a pratiqué aussi, que la Perse l'a pratiqué. C'est le premier exemple, en fait, qui m'a apparu quand j'ai été aux États-Unis pour faire quelques recherches à la bibliothèque du Congrès. Ça, c'était pour les États-Unis. Quand je dis fausse Européenne. fausse soft power européenne, j'ai reçu des élèves de l'Académie des études européennes à Maastricht, pas loin d'ici, je pense une centaine de kilomètres. Oui, c'est direction Liège. Voilà, ils m'ont dit pourquoi vous avez dit ça. J'ai dit parce que déjà de un, l'Europe, il y a plusieurs pays, plusieurs puissances qui ont pratiqué leur diplomatie publique par eux-mêmes, c'est-à-dire ils existent en tant qu'individus, États, ailleurs dans le monde, mais pour parler en une seule voix et être crédible, parce que l'Europe n'existe pas tant que
une entité crédible avec une seule voix qui parle avec l'étranger, surtout dans les affaires internationales, on voit toujours la divergence de point de vue, puisque les intérêts des uns vont contre les intérêts des autres. Par exemple, l'Union pour la Méditerranée, et on s'en souvient de l'Allemagne qui a fait opposition, parce que elle s'est dit, écoutez, si c'est l'Union pour la Méditerranée, moi, j'ai rien... voilà, c'est la Méditerranée, moi, je reste exclu. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis Sarkozy, sa réponse était, écoutez, vous avez l'Europe de l'Est et votre influence naturelle sur l'Europe de l'Est, on se partage l'Europe, ainsi de suite. C'était un bras de fer assez spectaculaire, mais finalement, ils ont trouvé consensus. Mais le fait qu'ils ont passé par ce processus et désaccord, ça a généré des frustrations, de l'incrédulité vis-à-vis des partenaires européens, surtout avec les pays riverains de l'Europe. C'est pour ça que je dis fausse soft power. Ils ne peuvent pas exercer une soft power comme une seule entité. Voilà. Merci pour l'éclaircissement. Je crois qu'on va passer un peu chez notre ami Kader, qu'on a oublié un petit peu et qui Non, je suis toujours à l'écoute. Voilà, il y a des dédicaces qui sont passées, il y a des chansons qui sont programmées. Rabah, Mariwari. Voilà, la mission de Kader aujourd'hui, c'est d'encoder les chansons et de les relancer juste après. Et moi, j'ai notre invité ici, que je prépare pas mal de questions encore, qui va répondre. Les gens de Anvers, les gens de Bruxelles, les gens... les riffins du monde. Voilà. Rabah. Ah, Yonino, c'était Rabah. J'espère que tous les auditeurs partagent avec nous, parce que ici c'est une radio culturelle qui passe les chansons de tout à l'heure. De toute façon, on passera quelques chansons françaises, anglaises, américaines pour nos amis du Maroc, parce que même dans la communauté marocaine, il y a des jeunes qui ne parlent pas la langue arabe, malheureusement. Et voilà, il faut que chacun puisse s'y trouver son plaisir dans notre émission. Sœur Nali, dites-moi. Je crois que c'est à la mode ces derniers jours, le racisme relatif. Une présentation toute récente par Bardo Evert, le bourgmestre d'Anvers, qui se réveille comme ça et qui veut attaquer les Marocains d'origine berbère. Oui. Pour moi, le berbère marocain, c'est le premier habitant du Maroc avant tout. C'est les gens de la région du Nord, la région du Souss aussi. Du Nord, on parle du Maroc en général. Hein. Moi, je me souviens d'une étude d'avant implantation des Français dans la région qui disait que le Maroc était un pays à 83% berbère. Hein. Alors, je parle de 1800 et des, c'est-à-dire déjà on a ce gène berbère dans tous les Marocains. C'est-à-dire quand ils parlent des berbères marocains à Anvers ou en Hollande, ils parlent des Marocains avant tout. À part entière. Exactement. Ça c'est sûr et certain. Mais le problème ici, il attaque une région précise, parce que Anvers, je sais que par des recherches sur la population et d'état civil, 80%, je pense, vers les 80%, c'est plus ou moins, des berbères. Ouais, c'est des berbères du nord, de Hossima, Nador et tout ça. Ici, déjà de une, ils se trompent complètement sur l'identité du berbère, parce que le berbère, il est marocain à part entière, et on le dit, on ne cessera pas de le dire. Moi, j'aime pas quand il y a quelqu'un qui me dit, écoutez, mon ami ici présent est juif marocain, je lui dis, écoutez, marocain d'abord, et puis si ça vient dans la conversation, vous me faites rentrer sa religion dedans. Mais d'abord, il est marocain, voilà. qui s'appelle Jean ou Sébastien ou Hussein ou Mouchi, on s'en fout. D'abord marocain. Le mot racisme relatif qui rentre dans la question diplomatie publique, oui. Et qui est une de vos matières que... Voilà, en fait, il faut voir... Je vous cherche là. Voilà, on l'a coincé. non, en fait... Non, c'est pas la question de coincer. Au contraire, c'est pour éclaircir et pour que chacun de nous, que ce soit au studio ou les gens qui sont à l'écoute, puissent continuer et être attentifs à des termes. Non, mais heureusement que je suis au courant. En fait, j'ai lu... vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez entendu parler de ça? J'ai dit non, mais ça me revient maintenant. Quand je lis des articles, ça revient. La machine commence à rebobiner et j'ai retrouvé l'information maintenant dans ma tête. Donc, il a utilisé un terme
C'est un politicien, il joue sur les mots. Les Espagnols, j'aime bien ce proverbe ou ce dire en espagnol qui dit les paroles, c'est le diable qui les charge. En espagnol, ça a plus de sens, c'est-à-dire quand on utilise un terme en diplomatie, c'est que vraiment, c'est bien calculé à l'avance. C'est ça la diplomatie, c'est ce qu'on utilise toujours des mots à impact, à plusieurs sens. On peut rester vague, utiliser la langue de bois, ainsi de suite. Mais dans ce cas précis, il a dit ce racisme relatif. Mais ceux qui ont expliqué ce racisme, ce terme racisme relatif, c'est les médias. Parler du racisme, il a parlé. Il a cité le mot relatif. Oui, oui. Non, moi, il a bien cité, mais ceux qui l'ont développé, c'est les médias. En se basant sur des déductions, enfin chacun a ses sensibilités et chacun, on sait très bien que en Flandre, ils sont un petit peu, on va dire, obtus dans leur vision du Marocain. Et quand on parle du berbère marocain, c'est un Marocain avant tout. Et lui, il a dit qu'ils sont plus susceptibles d'aller vers des filières intégristes par cause de leur non-intégration, c'est-à-dire ils restent dans des ghettos, ainsi de suite. Je ne suis pas d'accord, mais ce n'est pas de leur faute, c'est la faute d'intégration, parce qu'on lit dans les journaux. On sait très bien que l'idéologie un petit peu extrémiste flamande vient des Pays-Bas. On sait très bien qu'ils essayent, à l'image de la Hollande, d'être un petit peu plus contre l'élément immigré, surtout de religions différentes. C'est vrai aussi, il faut dire ici, il faut dire aussi les choses comme ils se présentent. Les nôtres ne sont pas faciles. Si on reconnaît ces petites erreurs, on est déjà à moitié chemin de les réparer. Voilà, grosso modo, c'est une affaire politique. Il veut se faire une existence au niveau local. Il se l'a faite. Il faut aussi dire qu'il y a un manque de communication de cette communauté marocaine, qu'il faut dire qu'elle est aisée. Les Marocains berbères de Flandre sont des gens aisés, qu'ils gèrent une partie importante du commerce d'Anvers et qu'ils n'utilisent pas de cette force financière pour se donner une image positive de leur statut de citoyen actif dans la ville. Et je prends un anti-exemple, c'est l'exemple de la communauté turque sur place, qui travaille, qui reste assez discrète, qui finance des radios comme la vôtre, et qui travaille pour donner une image positive de leurs citoyens. Voilà, il faut dire les choses comme ils sont. Je sais que le consulat marocain sur place fait beaucoup d'efforts, mais comme je dis qu'une seule main ne réussira jamais à applaudir toute seule, traduction littéraire à l'arabe. Mais voilà, mais c'est comme ça. Il faut qu'ils s'entraident, il faut trouver des mécanismes à travers la société civile. Je sais qu'il y a quelques années, il y a une association qui traquait les exactions racistes de la police de Anvers. Cette association a été réduite au néant. Parce qu'elle n'a pas eu le soutien nécessaire. Elle a été soutenue, mais par contre, elle était vouée à l'échec, puisqu'il n'y a pas eu un soutien politique de la diaspora marocaine ici en Belgique. Si je peux me permettre, je pense par rapport aux paroles qu'il a données par rapport au racisme relatif. La première des choses, en tout cas, quelque racisme que ce soit, c'est puni par la loi belge. Ça, c'est un. Deuxième chose, comme vous disiez, je parle à mon avis, je pense que quand il a cité le mot racisme relatif, il avait des arrière-pensées. De un, c'était essayer de récolter les futures voix des personnes flamandes qui sont extrémistes. C'est une erreur. Alors la deuxième chose, c'était aussi la provocation. Et c'est ce qu'il a réussi. Donc il voulait provoquer tous ceux qui sont contre. Voilà, mais ça rejoint ce que j'ai dit. En fait, il avait une intention politique. Quand on dit intention politique, c'est intention vis-à-vis des électeurs. Le monsieur, il vise des électeurs qui ne figurent pas dans son électorat habituel. Lui, il a déjà, on va dire, ses fans. Ceux qui le suivent, ceux qui le soutiennent. Par contre, il y a une tranche de la population anversoise qui est plus extrémiste, extrême droite, qui s'identifie plus à l'ancien Vlaams Belang d'avant, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant,
C'est Vlaams Belang toujours. Hein. Ah, c'est Avant, Vlaams c'était Vlaams Blok. Ah, Vlaams Blok. Vlaams Et maintenant, Belang. c'est Vlaams Belang. Ah, et voilà, voilà. En fait, il essaye tout simplement de faire ce que certains politiciens français essayent de faire maintenant, c'est de reprendre, on va dire, quelques électorats, quelques voix de l'extrême droite. Voilà, c'est une pratique maintenant courante de jouer sur l'élément étranger, l'élément peur, ainsi de suite, pour exister sur la scène politique. Voilà, ou aller tout simplement contre-courant pour exister. C'est ce que Valls a fait, ce que plusieurs ont fait. C'est pas nouveau et ça va pas rentrer dans l'histoire demain. Je pense que ça va s'aggraver. Place à la musique, hein, Kader, pour un petit peu d'ambiance. Hein. Et de détente. Voilà. Oui, parce que la politique fait mal à la tête. Il faut poser des questions positives aussi. Mais je crois que ça en était une, parce que Voilà. ici, ça touche une population qui nous est très chère, ça touche nos frères, et on ira jusqu'au bout, parce que Ah non, non, il le faut. de près ou de loin, tout Marocain est touché dans sa dignité, ça nous touche aussi, parce nous en sommes un. Voilà. Il faut dire une chose, tous les Marocains, si tous les Marocains, sans exception, jeunes, moins jeunes et adultes et des vieux, s'ils travaillent, s'ils donnent l'image d'un bon Marocain, et j'insiste sur le Marocain, parce qu'on peut s'identifier par adoption à tout ce qui est arabe, ainsi de suite, mais donner l'image de Marocain d'abord, et puis le reste viendra naturellement. Il faut donner cette image de Marocain qui fait beaucoup de bonnes choses pour ce pays, pour s'intégrer, ainsi de suite. Et j'ai vu des exemples, des success stories ici en Belgique. Alors pourquoi ne pas les mettre en les évidence. cloner, Uh-huh. essayer de faire la même chose. Il y a une société civile active, il y a une majorité silencieuse, même ici en Belgique, qui essaye de donner l'image d'un Maroc qui fait beaucoup de choses, des Marocains qui s'intègrent parfaitement, mais qui sont invisibles à l'œil belge. Et ça, c'est le manque de communication qu'il faut combler. En fait, ces gens qui ont très bien réussi sont tellement débordés par le travail qu'ils restent clos au sein de leur famille. Ils ne s'extériorisent pas. Et il faudrait qu'ils se montrent plus au public. Ça, c'est la société civile qui doit en fait essayer de les attirer vers des actions de visibilité pour que le projecteur soit mis sur eux. On a vu qu'il y avait la chaîne Atlas au Maroc et qui essayait d'aller vers ces gens-là qui ont réussi pour leur donner... Oui, Canal Atlas. Voilà, Canal Atlas. Je pense que vous êtes un des... c'est Nasser est déjà passé par là. Oui, oui, oui. Voilà, ils ont essayé de faire ça. Par contre, ici, au niveau local, par exemple, votre émission ici et d'autres émissions, ils peuvent commencer à inviter des gens comme ça. À la limite, aller chez eux avec un micro et faire l'interview chez eux pour récolter les informations, essayer de les faire connaître. Parce que je sais qu'il y a des Belges aussi qui nous écoutent, des Belges de souche. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est que les Marocains ne sont pas un bloc uniforme, c'est des individus. Il y a du mauvais, il y a beaucoup de bons. Il faut garder surtout en tête le bon, parce que voilà, c'est partout pareil. Une des missions de Ralimar, notre association, le Rassemblement libre des Marocains pour la citoyenneté et la solidarité, c'est de créer une coordination où sera rassemblées toutes les compétences marocaines, avec toutes les missions différentes, commissions, je disais missions, mais c'est les commissions scientifiques, commission jeunesse et sport, commission sociale et juridique, culturelle. Et ça, c'est dans le cadre et dans les statuts de notre association. Et on va œuvrer pour aller à mettre sur pied. Voilà un exemple clair qu'il faut encourager. Il faut juste toquer les bonnes portes. Je sais que les régions ici belges aident beaucoup ce type d'initiative. Même à la limite, puisqu'on est tous marocains, toquer la porte de l'ambassade. Je pense que je suis sûr que c'est Samir Dar, c'est une personne d'abord exceptionnelle. Je sais qu'il ne ferme jamais la porte aux associations marocaines. Donc je trouve que naturellement, il ne dira jamais, par expérience, il ne dira jamais pour aider ses concitoyens à donner une bonne image. Parce que au fond, c'est le travail de l'ambassade de redorer l'image du Maroc. Voilà.
grosso modo, il faut vraiment toquer toutes les portes et voir toutes les possibilités. Enfin, Il y a aussi la Commission européenne, l'ambassade fait. du Maroc par son Excellence C'est Alem Menouar, oui, qu'on a eu l'occasion de rencontrer, ainsi que son Excellence Samir Dar, qui nous connaît très très bien, parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur une mise en place d'une structure rassemblant toutes les compétences marocaines et qui était sous l'appellation de Marocain.be. Malheureusement, ça n'a pas abouti et je crois écoutez, il faut se dire une chose. Toute mauvaise expérience ou échec, ça, en fait, en anglais, on dit pave, c'est comme ça, c'est goudronner le chemin vers le succès. C'est tracer le chemin. Exactement. Oui, mais je crois que la mission de Ralimar aujourd'hui, notre association, c'est d'essayer, plutôt retrousser les manches. Et nous sommes, vous l'avez dit, nous sommes compétents. Une grande partie, et je le dis avec honneur et fierté, une grande partie des Marocains, que ce soit en Belgique ou en Europe et dans le monde, c'est des gens compétents. Il y a de la matière grise dedans et je crois qu'il faut développer, il faut travailler et essayer de la mettre en valeur. Et les missions de Ralimar, c'est la valorisation, la promotion. Et ça, c'est notre devise. Toutes les boîtes de la Silicon Valley aux États-Unis, c'est des boîtes d'éthique. À chaque fois, on trouve un Marocain, une Marocaine dans le staff, ou bien on va dire dans cette boule de direction. Toujours, on trouve des Marocains, même à la NASA, même partout. Voilà, alhamdoulilah. C'est-à-dire, c'est une bonne chose. On sait qu'il y a des cadres très compétents marocains partout dans le monde. Et il faut juste exploiter on va dire, cette compétence, cette internationalisation de la capacité et de la matière grise marocaine. Il faut juste la capitaliser. Alhamdulillah, il y en a partout et il y en aura encore parce que aujourd'hui, quand on voit dans l'enseignement des familles qui se battent pour que leurs enfants, au moins qu'il y en ait un dans la famille qui arrive à des études supérieures et qu'on lutte contre l'école professionnelle parce que c'est souvent en troisième ou en deuxième qu'on attitre un élève directement. Toi, tu iras en professionnel et malheureusement, on le voit dans la communauté turque, marocaine, albanaise, c'est souvent cette dérive, malgré que l'enfant ou l'élève a des compétences et il est brillant, mais on le casse en lui disant « Oui, mais tu trouveras mieux ta place dans le professionnel ». Ça, c'est connu. Et c'est une lutte qu'il faut mener. Oui, il faut faire quelque chose, mais moi je dis que la responsabilité revient toujours aux parents. Parce que c'est les parents qui doivent mener ce combat vis-à-vis les écoles, ainsi de suite. C'est un problème, on va dire, social. Les gens le perçoivent que ça vient d'autrui, mais en fait, il faut avoir cette autocritique de suivre l'enfant, son enfant en particulier, pour qu'il aille au plus loin dans l'école et lui faire, on va dire, comprendre qu'il n'y a que les études qui peuvent booster sa carrière et le rendre un citoyen modèle qui peut exister, qui peut donner à son entourage et donner la crédibilité à sa communauté. Je crois qu'aujourd'hui, on vit dans une société où il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de porte qui s'ouvre. Je suis d'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai été faire une carrière dans les pays anglo-saxons. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une contradiction assez amusante. En Europe, on se base plus sur tout ce qui est diplôme. Quand on va dans les pays anglo-saxons, on se base sur tout ce qui est expérience. Vous avez combien d'années d'expérience ? Parce que c'est l'expérience, on va dire, qui ramène cette qualité. C'est le savoir-faire. Voilà, le savoir-faire. Ici en Europe, on commence vraiment à passer petit à petit côté expérience. Et puis on néglige aussi, quand quelqu'un vient avec un grand diplôme, on lui dit, écoutez, vous devez avoir l'expérience. Et puis le cercle vicieux est fermé là. Maintenant, quand on parle des immigrés, ils ne sont plus immigrés, mais ils font partie de la société civile locale. C'est-à-dire part entière. Hein. Exactement. Ils payent leurs taxes, ils font tout ce qu'un autre citoyen lambda de souche fait, en respectant les lois locales, ainsi de suite. Donc voilà, la suite logique, c'est vraiment essayer d'oublier cette différenciation de provenance, d'origine,
pour construire une vraie société. Malheureusement, les gens négligent ce fait-là, et il faut aussi dire que la politique est en partie responsable. Il n'y a pas vraiment une volonté politique, il y a plusieurs problèmes à régler avec la crise. Et puis on s'accroche à des petites futilités, des petits problèmes qu'on essaye de gonfler, on crée un autre grand problème, crée aussi la peur, ainsi de suite. Mais bon, la suite logique viendra par elle-même. Il faut dire que la société marocaine ici, ou bien d'origine marocaine ici, les Marocains d'origine, les Belges d'origine marocaine aussi ici, ils existent. Ils doivent juste s'organiser d'une manière concordante, d'une manière bien structurée, pour exister politiquement. Je sais qu'il y a plusieurs efforts qui se font. Il y a Hassan, mon ami Hassan Bousta, qui était, je pense qu'il nous écoute maintenant. Et qu'on salue d'ici de Namur. Hein. Il était sénateur belge. Je pense que si on essaye de pousser tous ces efforts de ces politiciens qui ont sorti du lot, parce qu'il faut, pour exister au niveau belge, au niveau local, il faut vraiment être très costaud. Donc si on prend cette dizaine, parce que je pense qu'il y a une dizaine maintenant au niveau des parlements locaux et fédéral, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose à l'image d'une autre majorité d'étrangers ici en Belgique, qui peuvent faire beaucoup pour leur communauté. D'ailleurs, j'ai parlé avec un diplomate une fois, sans citer le nom. Il était un petit peu frustré de voir que